Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette première causerie de Sophie. Comme vous le savez peut-être, j'ai créé cette année les causeries concertantes qui sont des concerts-conférences dans lesquels on vous propose de découvrir les œuvres dans leur contexte de création avec une alternance chant-piano et récitation. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire partager davantage avec cette chaîne YouTube en vous proposant de se retrouver tous les premiers samedis du mois pour parler de musique. Et aujourd'hui, un premier thème avec la naissance de l'opéra. Comme vous pouvez l'imaginer, l'opéra n'est pas né en un jour et c'est un processus long et complexe qui a abouti à sa création. Il y a de nombreux musiciens, de nombreux lieux, de nombreux rebondissements et ce qui va nous intéresser aujourd'hui justement, c'est ce processus créatif. Ce sont les étapes structurantes qui ont permis d'aboutir à la naissance de l'opéra. Alors nous allons voir 4 grandes étapes structurantes. La première étant l'émergence de la voix soliste. La deuxième, la vocalisation et l'ornementation. La troisième, les spectacles de cours. Et enfin, la naissance des théâtres publics. Tout d'abord, l'émergence de la voix soliste. Au XVIe siècle, lorsqu'on écrit de la musique, que ce soit de la musique religieuse ou de la musique profane, il s'agit de musique polyphonique. On joue donc de la musique à la cour, à l'église, mais également dans des cénacles, qui sont des lieux très importants puisqu'on y retrouve penseurs, philosophes, artistes, scientifiques, et que c'est un lieu dans lequel il y a une très grande émulation intellectuelle. C'est un lieu dans lequel on va donc retrouver beaucoup de théories qui vont émerger, et c'est un lieu qui attire beaucoup d'artistes. On peut citer parmi eux Monteverdi, qui a présenté à 15 ans ses premiers essais musicaux à l'Accademia degli Animosi de Crémone. On peut aussi citer le jeune Mozart qui en Italie a été reçu à l'Accademia Filarmonica, la très reconnue Académie de Bologne. Parmi ces cénacles, on trouve à Florence la Camerata Bardi qui a été créée en 1580 par le comte Giovanni de Bardi et dans lequel on trouve d'éminents musiciens tels que Jacopo Peri, Emilio Cavalieri, Vincenzo Galilei et Giulio Caccini. On trouve également de grands théoriciens, de grands érudits tels que Girolamo Mei, qui est un Italien helléniste et qui va donner toute son orientation à ce cénacle. Ce qui va se passer dans ce cénacle, c'est que sous l'orientation de Girolamo Mei, les artistes vont avoir envie de retrouver l'expression pure des Grecs. Et on va vouloir donc l'appliquer en musique. Et pour ce faire, on va vouloir retrouver la monodie. Parce qu'avec la polyphonie, on a beau proposer des textes d'une très grande qualité, on ne va pas forcément les comprendre. Et ce qui va importer à cette époque-là, dans la Camerata Bardi, c'est la compréhension des textes. On va donc décider d'écrire des œuvres d'un genre nouveau, des œuvres monodiques, dont l'intérêt se base sur le lien texte-musique. On va donc avoir Giulio Caccini qui publie plusieurs livres, dont les Nuove Musiche, dans lequel on trouve aussi bien de la théorie que de la pratique. Et tout l'intérêt des œuvres que l'on trouve, c'est le fait qu'elles se basent sur le lien texte-musique et que ce sont des œuvres à une seule voix. En fait, en ce début de XVIIe siècle, on va décider à Florence, dans la Camerata Bardi, d'écrire des monodies. Ça va permettre avec la voix soliste d'exprimer ses sentiments et de s'épancher. Et en fait, ça va permettre une conscience individuelle. Cette conscience individuelle, on peut quand même dire que c'est l'apanage de la Renaissance. À l'époque médiévale, on va avoir une conscience collective qui trouve toute son expression dans la polyphonie. Avec la Renaissance, on va découvrir la conscience personnelle et cette conscience personnelle va être mise à l'honneur dans la monodie dans ce début de XVIIe siècle à Florence. Le deuxième point important dans la mise en place de l'opéra est l'ajout de l'ornementation et de la vocalisation dans ces œuvres monodiques. Puisque, comme nous l'avons dit avec la Camerata Bardi, on voulait retrouver l'idéal antique, l'idéal d'avoir une mélodie qui sert parfaitement le texte. En fait, la théorie va rapidement être abandonnée tout simplement parce qu'elle va s'adapter à la pratique. La théorie s'adapte toujours à la pratique et spécialement dans la création artistique. Lorsque le style antique va faire des émules, on va se rendre compte que la mélodie à elle seule porte du sens, qu'elle permet de transmettre des émotions et donc on va décider de libérer la voix, de libérer l'écriture vocale pour qu'on puisse transmettre davantage d'émotions.
Il va y avoir un petit déchirement dans la Camerata Bardi, principalement entre Jacopo Peri, qui va essayer de garder ce lien texte-musique extrêmement serré, et puis Giulio Caccini, qui de son côté va vouloir qu'on ornemente et qu'on vocalise un peu plus. De toute façon, le comte Bardi étant parti à Rome, en 1590, la Camerata Bardi est dissoute. Il y a beaucoup de divisions, mais l'étape majeure de la monodie a été mise en place grâce à eux. Et même s'ils se déchirent sur cette question de l'ornementation et de la vocalisation, ce sont des efforts antagonistes qui vont tous servir finalement à l'aboutissement du processus créatif de l'opéra. Pour comprendre ce que peut représenter pour les musiciens l'ornementation et la vocalisation à cette époque-là, on peut citer les idées de Monteverdi, pour lequel précisément la vocalisation va être l'expression de l'extraordinaire. Il va donc décider de le confier au chant des dieux, puis par extension au chant des hommes qui se comportent comme des dieux, les héros, et en définitive, l'ornementation et la vocalisation vont s'adapter à toute expression de puissance, de force. C'est une étape très importante puisque avec la Camerata Bardi en 1580, avec cette recherche de l'idéal antique, on va mettre à l'honneur la voix soliste, on va découvrir que l'on peut s'épancher de façon personnelle dans la musique, mais avec cette compréhension que la mélodie à elle seule porte du sens, on va libérer la voix, libérer l'écriture vocale, et cela va permettre une grande évolution de la technique lyrique en définitive, et puis de l'opéra en règle générale. Un autre facteur va être déterminant dans la création de l'opéra, ce sont les grands spectacles que l'on donne à la cour. Tout simplement parce que ces grands spectacles vont donner l'idée aux musiciens d'écrire eux aussi sur des fresques littéraires pour la voix. On va voir parmi les exemples de musique écrite sur des grandes fresques littéraires, l'Eurydice de Jacopo Peri, qui a été donné pour le mariage de Catherine de Médicis et d'Henri IV à Florence en 1600 et qui est considéré comme le premier opéra. Selon les chroniques de l'époque, on y trouve tous les éléments constitutifs du nouveau genre, la recherche de vérité dramatique, les textes, la qualité des textes et puis la qualité de la mise en scène qui fut pour l'occasion confiée à Buonarroti, le neveu de Michel-Ange. En 1600, donc la même année, on va voir naître le premier oratorio qui est tout simplement un opéra sur un thème religieux. Cela se passe à l'oratoire de Saint-Philippe Néri et c'est une œuvre du Vénitien Cavalieri dont nous avons déjà parlé, ancien membre de la Camerata Bardi. C'est une œuvre qui s'appelle La représentation de l'âme et du corps. Dernier point structurant et déterminant dans le processus de création de l'opéra, c'est l'ouverture des théâtres publics. Avant 1637, lorsque des opéras sont donnés, cela se passe dans des cours, dans des cénacles, ou encore dans des théâtres privés. À partir de 1637, une famille va décider d'ouvrir son théâtre public. Cela se passe à Venise et il s'agit de la famille Grimani. Elle va se servir de son théâtre ouvert au public pour asseoir son autorité. C'est une étape décisive dans l'opéra, tout simplement parce que la taille des lieux, la capacité que l'opéra a de montrer la puissance du propriétaire, va en faire un lieu d'exception dans lequel on porte tous les talents à leur apogée pour servir l'image du prince. Que ce soit les costumes, la mise en scène, les voix, tout concourt à en faire un lieu d'exception et donc tous les talents vont être portés à leur apogée. Ce qui va beaucoup changer aussi avec les théâtres publics, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de production d'opéra. Avant, lorsque ce n'était que dans des cours princières ou dans des théâtres privés, on avait un plus petit nombre de productions et donc la meilleure façon pour un musicien de gagner sa vie était d'être employé par un prince ou par l'Église. À partir de la création des théâtres publics, la tendance va s'inverser, il y a une très grande quantité de spectacles qui sont donnés et donc à ce moment-là, le chanteur va pouvoir se tourner vers une carrière opératique qui va être très avantageuse sur le plan financier pour lui, mais également sur le plan de l'image et sur le plan intellectuel, c'était une carrière extrêmement intéressante. À cette époque, le chanteur commence à être mal vu. On lui reproche ses chantages, ses mauvaises mœurs, sa vanité, et on le traite de canaille. C'est un terme qui fera long feu, mais qui n'empêchera pas les chanteurs de se tourner vers cette carrière passionnante qu'est la carrière de l'opéra.
On voit donc avec la naissance des théâtres publics une étape décisive puisque l'on fait rentrer l'opéra dans l'extraordinaire. Tout concourt à en faire un moment d'exception, comme nous l'avons dit, pour servir l'image du prince, et donc l'écriture vocale va se développer, on peut même dire va exploser pour montrer des prouesses. La voix va faire des prouesses, tout comme la mise en scène va faire des prouesses, les costumes également, et on va faire de ce moment un moment d'exception. On fait entrer l'opéra dans le spectaculaire. Nous avons pu voir les 4 étapes structurantes de la mise en place de l'opéra, et j'espère que ce petit voyage musical vous aura plu. Pour finir, je vous propose de récapituler ces 4 points. Tout d'abord, l'émergence de la voix soliste qui a été permise par la recherche de la prosodie grecque. Ensuite, l'ornementation et la vocalisation qui ont été ajoutées à cette monodie lorsqu'on a réalisé que la mélodie à elle seule portait du sens. Ensuite, les grands spectacles à la cour qui ont inspiré les musiciens et qui leur ont permis de penser à écrire eux aussi sur de grandes fresques littéraires. Et enfin, l'ouverture des théâtres publics qui a fait entrer l'opéra dans l'extraordinaire puisque c'était de puissants faire-valoir pour leurs propriétaires et qui a permis donc aux voix, aux costumes, à la mise en scène de se développer de façon extraordinaire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je continue à travailler pour vous proposer d'autres conférences et j'espère vraiment avoir le plaisir de vous retrouver pour notre prochaine causerie le 3 août.